bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une expression que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifiait pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode du coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en transition professionnelle et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à se réinventer professionnellement et à trouver leur voie. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier car nous accueillons ma sœur Cassandre et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, humanité. L'humanité, cette valeur qui semble si universelle, est aujourd'hui mise à rude épreuve dans de nombreux aspects de notre société. Dans un monde marqué par les conflits, la violence et les crises économiques, le manque d'humanité se fait cruellement ressentir. Ce constat dépasse les contextes extrêmes. Il s'invite dans notre quotidien, dans nos interactions et même dans nos environnements de travail. Au travail, la pression constante pour être productif et compétitif pousse souvent à reléguer l'humain au second plan. La quête de la performance, portée par un capitalisme à son paroxysme, incite parfois à mettre de côté ses valeurs, à enfouir ses émotions et à survivre dans un contexte économique tendu. Il devient de plus en plus difficile de préserver une part de bienveillance et d'attention à l'autre lorsque la priorité semble être de répondre à des impératifs toujours plus exigeants. Cette dynamique reflète un monde devenu plus individualiste, où l'entraide et l'écoute sont parfois perçues comme des faiblesses. Et pourtant, ce sont ces qualités qui permettent de maintenir le lien social, de faire face ensemble aux défis et de donner du sens à ce que l'on fait. Alors, dans un tel contexte, comment réintroduire l'humanité dans nos vies professionnelles? Comment rester aligné avec cette valeur fondamentale, malgré un système qui semble parfois vouloir l'étouffer? Dans cet épisode, nous allons explorer ces questions en profondeur pour comprendre comment, malgré tout, l'humanité peut redevenir une force motrice dans nos vies et dans nos choix professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Nouvel épisode pour une nouvelle année. Je vous souhaite à tous de passer la meilleure année possible. Aujourd'hui, c'est un épisode en plus un petit peu particulier parce que je suis avec ma sœur. On s'est retrouvés pour les fêtes et c'est elle, notre invitée du jour. Donc, je suis très contente de la retrouver. Alors, ça va être assez drôle parce qu'on a un petit peu la même voix. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner à l'écoute. Donc, peut-être que si vous nous écoutez et que vous savez pas trop qui parle, bon, bah voilà, on va essayer de de faire en sorte que ça aille. Bonjour Cassandre. Bonjour Aurane. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très contente d'être sur ton canapé aujourd'hui. Mais moi aussi, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui et en ces périodes de fête, c'est chouette d'avoir sa famille autour de soi. Bah oui, mais surtout que je suis loin, donc c'est vrai que je suis aussi rentrée pour passer du temps avec vous, donc c'est cool. Trop cool, trop bien. Alors avant de commencer, je rappelle aussi aux auditeurs que j'ai eu ton accord pour faire ce genre de podcast, puisque voilà, il y a des questions qui peuvent être parfois introspectives. Bon, t'es ma sœur, hein, donc on se connaît, mais n'hésite pas quand même à me dire s'il y a certaines questions qui sont un peu trop poussées. Et si tu n'as pas envie de répondre, voilà, tu me dis simplement. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Trop bien. Bon, Cassandre, est-ce que tu peux te décrire en un mot? Alors, je vais peut-être utiliser un mot que les gens emploient souvent pour me décrire. Ouais. On me dit souvent que je suis solaire ou pétillante. Ouais. Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui a la joie de vivre et ok. Bon, voilà, ça se sent généralement au quotidien. C'est vrai. Je dirais ça aussi. Solaire, pétillante. Voilà. Trop cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle? Eh ben, écoute, je travaille pour Médecins sans frontières depuis maintenant à peu près un peu plus de 2 ans. Et là, je travaille actuellement en République centrafricaine dans le cadre d'une mission de 1 an où je suis responsable des achats pour la mission en Centrafrique et les projets qu'on a ensemble. Ok, trop cool. Et ça consiste en quoi, Médecins sans frontières? Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus en détail pour que les gens comprennent? Oui, bien sûr. Donc, Médecins sans frontières, c'est une organisation à but non lucratif, donc une ONG. Ouais. Une ONG qui est française de base, mais qui a plusieurs sièges un petit peu partout en Europe et qui opère partout dans le monde. Donc, c'est une ONG qui va apporter un besoin, qui va répondre à un besoin auprès de certaines populations locales, en cas de crise humanitaire, en cas de cataclysme. Et donc on a plusieurs projets et les projets sur lesquels je travaille en Centrafrique sont des hôpitaux. Donc on appuie des hôpitaux, un dans la capitale et un petit peu plus loin dans un village. Ok, trop cool. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour
pour Médecins sans frontières? C'est quoi un petit peu ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui m'a conduit donc à travailler pour Médecins sans frontières? Donc comme je le disais, en fait, j'ai un parcours assez conventionnel. J'ai d'abord fait une école de commerce, donc un parcours voire même plutôt élitiste. Ouais. Je me suis ensuite spécialisée dans le procurement, enfin ce qu'on appelle les achats, parce que voilà, j'aimais beaucoup, on va dire l'aspect plutôt commercial. Le fait aussi que ça touche aussi avec l'international, et je voulais aussi développer on va dire mon expérience à l'international. J'ai ensuite travaillé longtemps dans l'industrie automobile et dans l'industrie en général, et puis en fait avec le Covid, je pense que le fait de se retrouver tous à la maison, on s'est beaucoup posé des questions, et moi aussi y compris, beaucoup d'introspection, de remise en question. Je savais que j'avais une recherche en moi de plus de sens dans mon parcours professionnel. Donc s'en est suivi une année où je me suis un petit peu cherchée, quitté l'industrie automobile, j'ai fait d'autres choses, et en fait je m'intéressais de plus en plus à une carrière dans l'humanitaire. Donc je me suis renseignée, notamment sur Médecins sans frontières, et j'ai vu qu'ils ouvraient un poste à Bruxelles en procurement, en achat, donc exactement ma spécialité. Ouais, exactement ta spécialité. Et bon voilà, j'ai postulé, j'ai été acceptée tout de suite, et donc voilà, j'ai pu mettre un pied auprès de Médecins sans frontières, enfin dans Médecins sans frontières. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à justement aller vers des ONG plutôt que de... Toi, t'étais dans un secteur, t'étais dans le secteur privé, dans le secteur automobile. Qu'est-ce qui t'a poussé à complètement changer de voie professionnelle, on va dire? C'est vrai que on va dire que après 25 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup plus de questions. Je pense que c'est aussi à ce moment-là où on se forge vraiment on va dire un caractère, qu'on commence un petit peu à réfléchir vraiment sur ce qu'on veut dans la vie. Ouais. Et donc c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui grandissait en moi, une recherche de sens. Donc là j'ai aussi commencé à m'investir dans les associations. Voilà, je sentais que j'avais besoin et que j'avais envie de rendre un petit peu à la société ce qu'elle m'avait donné. Donc c'est d'abord passé par un investissement associatif, et après je me suis rendu compte que c'était pas assez. J'avais besoin, en me levant le matin, d'avoir quand même quelque chose qui me drivait en fait, de savoir que j'avais un impact social et un impact humain. Non, ouais. Et je pense que cette réflexion-là, elle a notamment commencé quand j'ai travaillé 3 ans pour Toyota. Et à Toyota, il y a vraiment une recherche d'efficacité, de productivité, d'efficience, dans le but de profit, de réaliser des profits. Et je pense j'ai été amenée à faire certaines choses, et à un moment je me suis rendu compte et je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire. Je me souviens à un moment j'étais chez un fournisseur, donc on préparait le lancement en production d'une pièce, dans le cadre du développement d'un nouveau modèle de voiture. Et je me souviens qu'on était sur la ligne de production avec mes collègues, et on était vraiment en train de calculer à la seconde près le temps que l'opérateur allait mettre pour réaliser la pièce. Ah ouais, ok. Et si ce temps-là rentrait pas dans nos objectifs, on devait trouver des solutions ensemble avec le fabricant pour améliorer ce qu'on appelle le temps de cycle. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit mais on veut faire en sorte que l'être humain devienne un robot. Tout ça pour du coup, parce que si pour les chiffres, quoi. Ouais, c'est ça, pour faire du profit. Parce que si tu mets moins de temps à faire ta pièce, ça veut dire que tu peux en faire plus. Donc ça veut dire que tu vas gagner plus d'argent. Et c'est là que tu t'es rendu compte que c'était... Ah ouais, là je me suis rendu compte que c'était trop, quoi. C'était trop pour moi, et je pense que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Et voilà, là j'étais plus du tout alignée, et c'est à partir de ce moment-là, et le Covid a aidé aussi, en étant à la maison, à se poser beaucoup de questions. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai un petit peu navigué comme ça pendant 1 an avant de pouvoir trouver quelque chose qui me correspondait, quoi. Ok, ouais, je comprends, et ça fait sens. C'est quoi la valeur la plus importante finalement dans ta vie et qui t'a poussé à faire carrière dans d'autres types d'organisations, quoi? Je dirais que c'est la valeur de l'humain, en fait. C'est l'impact que toi tu peux avoir en tant qu'individu dans ta société, et je trouvais que l'impact que j'avais en travaillant dans l'industrie en général était quand même assez limité. J'avais du mal à me rendre compte de ce que j'apportais en fait à la société. Ouais. Donc je dirais oui, vraiment la valeur de l'humain. L'humain, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Bah, l'humain, pour moi, bah, la recherche de. C'est vrai que c'est difficile un petit peu à expliquer, mais pour moi, c'est le contraire de la recherche de profit et de la productivité. C'est-à-dire que tu vas dédier, on va dire, ta carrière ou ton temps pour avoir un impact social positif. Ouais. Et pour moi, quand on parle d'humain, on parle de qualités comme bienveillance, comme l'empathie, la gentillesse, le don de soi. Et pour moi, c'est ça en fait. Ouais. Est-ce que tu te considères comme une personne humaine? Oui, bah oui, je pense après on reste tous bah justement des êtres humains. Des êtres humains, c'est aussi du positif et du négatif. Personne n'est parfait évidemment et j'ai absolument pas la présomption de me dire que je suis meilleure que quelqu'un d'autre, hein, ça c'est sûr. C'était juste que j'avais cet appel en moi c'est ce besoin qui était grandissant. Mais en effet, je suis contente au moins de me dire que je me lève le matin pour faire quelque chose qui me fait du bien et avec lequel je suis alignée. Et qui fait sens pour toi, en fait. Voilà, qui fait sens. Oui, voilà, exactement, qui fait sens pour moi. Après, c'est vrai que on va dire que c'est quand même, je me sens plus alignée en me disant que je travaille dans un secteur qui me convient et qui a un vrai impact social, plutôt que de travailler dans un secteur comme ce que je faisais avant, où je voyais pas du tout le bénéfice de ce que je faisais, quoi. Et je pense aussi que j'ai plus envie de participer à un système capitaliste qui fait du mal aux gens en fait et qui fait du mal à notre planète. Ouais, je comprends. Et c'est quoi est-ce que tu penses que notre parcours je veux dire familial, notre enfance, est-ce que tu penses que ça a eu un impact dans aujourd'hui ce que tu as envie de faire avec l'humain? Bah, je pense qu'on a quand même été éduqués selon certaines valeurs. C'est vrai que dans la famille par exemple bah on a quand même toujours été entouré de personnes plutôt gentilles et très généreuses. Là-dessus, la générosité, ça a été quand même une valeur qui nous a toujours été inculquée dans notre famille. Enfin voilà, le don de soi, le fait de ne pas compter, de recevoir les gens comme si, enfin voilà, les accueillir chez toi comme si c'était chez eux aussi, et inversement. Après, c'est vrai que on a quand même aussi grandi, évolué dans un cadre, on va dire, assez élitiste. Enfin, moi, je pense que à l'époque, quand j'étais jeune, rien ne me prédestinait à vraiment évoluer dans une carrière tournée vers l'humain ou le social. Enfin, on avait quand même certaines exigences, notamment à l'école et académique. Voilà, bien sûr. Et qu'aussi à l'époque, on était contente de répondre à ces exigences-là. Oui. Après voilà, c'est vrai que le virement a été fait un petit peu à 180 et j'en suis très contente. Est-ce que tu fais un lien avec donc je sais pas quelle valeur ça représente pour toi de pouvoir exprimer ta voix et justement cette notion d'humanité que tu recherches? Bah pour moi c'est un peu aussi c'est lié parce que bon, après je suis aussi quelqu'un de très activiste et j'aime beaucoup porter ma voix sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle ça se limite aux réseaux sociaux. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé pouvoir porter ma voix à un impact, enfin à une échelle un petit peu plus large. Ouais. Mais voilà, après c'est possible aussi d'allier les deux. C'est juste que avec Médecins sans frontières aussi, je trouve que les combats sont différents. J'essaie de mener plusieurs luttes, mais parfois c'est difficile de mener toutes les luttes. Les luttes en même temps. Bien sûr. C'est quoi le risque pour toi si tu faisais un métier où tu n'avais pas d'impact humain? Bah, je pense que ça serait vraiment très très difficile pour moi, au point que ça m'impacterait psychologiquement. Je pense que on est tous animés par certaines choses et qu'on met les curseurs aussi à certains endroits à différents moments de notre vie. Évidemment, quand on est vraiment dans le besoin, par exemple, on va mettre l'accent plus sur la rémunération financière, et c'est tout à fait normal. Quand on a un petit peu plus, on va dire, le choix, et c'est la chance aussi, c'est une chance,
d'avoir un choix, de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire. Parce que franchement, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est clair. Et donc ça, on peut pas non plus, on peut pas le blâmer. Donc moi qui ai le choix et aussi qui ai fait des études pour ça, c'est vrai que je fais ce choix-là parce que ça me rend heureuse. Peut-être qu'à un autre moment de ma vie, j'aurai moins le choix et donc je devrais placer les curseurs à un endroit différent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'impacterait vraiment psychologiquement et ce serait vraiment serait vraiment terrible. Je me sentirais plus alignée et je pense que tout perdrait en saveur pour moi, quoi. Mais d'où l'importance de faire des choses qui sont alignées avec nos valeurs. Nous en coaching, c'est très important de travailler avec les valeurs. C'est vraiment, je pense, ce qui détermine ce qui va rendre heureux un individu. Est-ce que tu penses qu'il serait possible, par exemple, dans un métier où l'impact humain n'est pas forcément présent, de toi y incorporer ta valeur de Oui, je pense que c'est une question intéressante parce que en effet, je pense qu'on peut aussi avoir un impact partout où on va. Déjà, je pense que c'est quand même important de rester soi-même. Ouais. Peu importe là où tu es. Je pense que c'est important de rester soi-même aussi au travail. Alors, je comprends qu'il y a certains jobs qui demandent une certaine conformité. Mais voilà, on a tous des personnalités et c'est ça qui fait que la vie est belle et c'est ça qui fait la diversité dans ce monde. Donc c'est vrai que c'est bien d'apporter notre petite touche aussi là où on peut, à l'échelle où on peut. Parfois on pense que c'est inutile, hein, mais même dans la vie personnelle, on peut se donner du sens, on peut se donner un impact. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a des métiers pas humain du tout, tu vois? C'est vrai que c'est un peu j'ai pas envie non plus d'apporter on va dire un jugement. Il y a quand même des secteurs où moi ce serait vraiment très très difficile pour moi de travailler. Je pense par exemple, je sais pas, l'industrie pétrolière, quoi. Je pense que pour moi, ce serait totalement, voilà, ce serait totalement difficile de travailler pour ce genre d'industrie, de par son impact environnemental qui est vraiment catastrophique, ou de travailler pour une entreprise qui finance le génocide à Gaza. Enfin voilà, ce serait en Palestine. Donc ce serait vraiment compliqué. Oui, ce serait vraiment difficile pour moi. Je comprends. Après, comme ce que je disais, nous on a la chance de pouvoir choisir. Il y en a qui n'ont pas le choix. Voilà, c'est vrai que si demain t'as quelqu'un qui a une opportunité de dingue dans un groupe pétrolier comme ça qui pollue et qui a pas le choix que de prendre ce job-là pour s'en sortir. Bon, effectivement, ça arrive. Oui, c'est clair. Après, c'est important. Il y a beaucoup de personnes, je suis d'accord. Et puis, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont qui n'ont pas le choix que d'avoir des jobs alimentaires. C'est ça. Dans ces cas-là, tu peux pas non plus faire trop le difficile. Donc, c'est ça, exactement. Voilà. Encore une fois, il y a aucun jugement de ma part parce que, malheureusement, on vit dans un système, on est aussi obligé consciemment ou inconsciemment d'y participer, quoi. C'est ça, mais si t'as le choix, tu préfères. Si t'as le choix, voilà. J'ai quand même une liste de secteurs. En fait, le privé, c'est pas un souci pour moi si la recherche de profit et le lucratif peut être allié quand même avec une cause sociale qui est assez juste. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur tertiaire ou le secteur privé qui ont quand même un impact positif, même si elles sont à but lucratif, quoi. Complètement. Ou que la vision même de l'entreprise a quand même quelque chose de positif. Ça, je suis d'accord. C'est quoi la limite pour toi entre l'humain et le pas humain dans un travail? À quel moment on franchit cette barrière? À quel moment on me demande, c'est une question un peu ça c'est un peu difficile j'essaie de réfléchir, mais je pense que c'est dès le moment où on demande de, entre guillemets, vendre ton âme, quoi. Je pense que c'est difficile, et je pense que il y a des mauvais côtés dans toutes les organisations, dans toutes les industries, entre guillemets, même dans l'industrie. Je mets des guillemets parce que c'est pas une industrie, mais dans l'industrie de l'humanitaire et dans le milieu de l'humanitaire,
il y a aussi du bon comme du mauvais, hein. Bah, Je oui, pense oui. qu'il faut juste savoir aussi rester critique, quoi. Ouais. Et savoir ce qu'on veut. Et au moment où ça ne correspond plus à ce qu'on veut et qu'on n'est plus aligné avec ça, savoir se dire, bon, est-ce que j'ai le choix, est-ce que j'ai la possibilité de changer et d'évoluer et de faire autre chose? Ouais. Si c'est le cas, du coup, il faut le faire. Ah ouais, c'est clair, mais je pensais à quelque chose, tu vois, c'est comme moi dans le coaching, la limite, enfin, la barrière est vraiment ultra fine entre rester éthique, humain, etc., et basculer dans le, pour faire du profit, pour s'en sortir, Exactement. rester, faire des choses qui sont pas forcément hyper Exactement. éthiques, hyper humaines. Et des fois, je m'en rends compte, je me dis, purée, t'en as dans le secteur qui sont prêts à faire des choses pas du tout éthiques c'est ça. pour s'en sortir. Et après, c'est pas une critique non plus, mais c'est juste que du coup, je trouve que la barrière est hyper fine et c'est dur d'avoir cette réflexion, tu vois. C'est très dur. Bah, c'est comme ce qu'on en parlait tout à l'heure en off. On se disait, est-ce que c'est où la morale débute, où est-ce qu'elle s'arrête? Si par exemple, Oran est amenée à coacher quelqu'un qui avec qui elle n'est pas du tout alignée sur les valeurs, par exemple sur ses valeurs, mais elle est c'est aligné avec son projet professionnel. Elle a aussi besoin de payer les factures, on va pas se mentir. Du coup voilà, c'est vrai que comme collaborer avec des entreprises qui seraient pas forcément dans mes valeurs, c'est pareil, tu vois, c'est jusqu'où est la limite. Et franchement c'est difficile parce que même donc je travaille sur le terrain en Centrafrique. Il faut savoir que là-bas par exemple on utilise beaucoup de pétrole parce que il y a pas de l'électricité de la ville tout le temps. Donc en fait quand il n'y a pas d'électricité de la ville, on fonctionne avec des générateurs. Les générateurs c'est que du pétrole et donc notre poste de dépense principale c'est le gasoil. Donc en fait, je fais ça pour avoir un impact social, pour aider les populations locales qui sont dans le besoin. Et on a un vrai impact social parce que le gouvernement n'est pas présent. Le gouvernement ne met pas les moyens là où il faut et que les populations sont vraiment au dépourvu. Elles ont vraiment pas accès aux soins de base. Mais à côté, on se dit, oui, mais pour venir jusqu'ici, il faut voyager. C'est l'impact environnemental est quand même n'est pas à minimiser, mais voilà, donc où est la morale là-dedans? Donc c'est vrai que c'est difficile. Je pense que il y a pas que de l'humain ou de l'inhumain, c'est un peu un mélange de plusieurs choses et c'est à nous de rester critique, de voir un petit peu tous ces facteurs et de se dire voilà, est-ce que ça me va, est-ce que ça correspond à ce que je veux? Et puis après, on peut aussi s'aligner et changer et modifier les curseurs. On les place là où on veut en fonction, quoi. Exactement. Je suis complètement d'accord. Très belle réponse. Est-ce qu'on fait preuve, selon toi, pour partir dans un sujet un peu plus sociétal, est-ce qu'on fait preuve d'humanité dès la naissance? Est-ce que c'est inné pour toi? Ou est-ce que c'est une valeur qui survient grâce aux expériences qu'on a vécues? Mais je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Comme la personnalité qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il y a une part de ce qu'on est depuis qu'on est enfant, ce qui est en fait un peu intrinsèque à notre ADN, ce qui est en nous, et aussi un mélange des expériences qu'on a eues et comment on s'est forgé, comment on a été sociabilisé. Donc je pense que j'ai un côté humain depuis que je suis toute jeune, que je suis quelqu'un de très empathique et de bienveillant. Après, certainement aussi les personnes que j'ai fréquentées, les lieux où j'ai été, le fait que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai vécu à l'étranger depuis que je suis jeune, que j'ai travaillé aussi beaucoup à l'étranger, qui m'a certainement ouvert l'esprit et a nourri en fait ces valeurs-là et cette empathie par exemple. Parce que c'est vrai, le fait d'avoir été, parce que j'ai travaillé notamment au Congo et en Centrafrique, j'ai énormément de collègues qui sont d'horizons différents et qui sont de plein de pays différents, notamment des pays africains. Donc c'est vrai que ça nous apporte quand même une sacrée ouverture d'esprit et une empathie parce que on comprend pourquoi certaines personnes réagissent de la manière dont elles réagissent, pourquoi elles ont ces habitudes-là, pourquoi elles disent certaines choses. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Et maintenant, à 30 ans, je pense que ce bagage-là, il est assez solide. Il était certainement là de base, mais il a été nourri au fur et à mesure des années. D'un point de vue très général, cette fois-ci, est-ce que tu penses que la société fait preuve d'humanité? Non. Ah ouais, en quel sens? Alors, je dirais pas
que toute la société est inhumaine. Je vais parler de la société en tant que société. Là, je parle pas d'individualité parce qu'évidemment, chaque individu est différent. Et je suis entourée de plein d'individus très humains et incroyables. Mais je pense que la société en tant que telle est vraiment inhumaine et que la société du travail participe à ça parce qu'on est dans une société capitaliste. Et donc aujourd'hui, on va dire que l'objectif principal, c'est la recherche de profit, quoi. Et la productivité, l'efficacité. Et on presse les gens comme des citrons. On n'a jamais autant parlé de burn-out, d'épuisement au travail, que depuis le début de ce siècle, quoi. Et franchement, c'est le mal du siècle. Voilà, ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur. Et regarde, toi, t'as raison d'être. C'est les gens justement qui sont en recherche un peu de sens, qui sont en train d'essayer de se réinventer, qui voient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et même moi, j'ai changé complètement de parcours, hein, justement pour ce sens-là. Exactement. Parce que moi, mon sens, c'est d'accompagner les personnes à trouver leur sens à eux. Mais avant, pareil, hein, j'étais dans des métiers où le profit. Après, voilà, dans mon métier aussi, hein, malheureusement, il y a une partie où t'es obligé de vivre parce qu'on vit dans cette société capitaliste. On n'a pas le choix. On est obligé de payer des factures. Voilà, exactement. On est obligé, on paye tout avec de l'argent. On a un système monétaire. Évidemment, on est obligé de participer un minimum à ce système. On peut pas juste décider du jour au lendemain d'aller élever des chèvres à la montagne. Enfin, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Ce qui serait possible pour certains, mais pas pour tout le monde. Oui, exactement. Du coup, c'est bien de se dire que là où on peut avoir un impact, on peut le faire. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit toute la société qui change. Que là, il y a un changement complètement drastique. En fait, il faudrait juste plus d'une société capitaliste et patriarcale pour que la société pense aux autres. Enfin, on peut le voir aussi dans certaines communautés, par exemple en Afrique, où vraiment là on parle de communauté. Il y a beaucoup plus ce sens d'entraide, de rapport aux autres, d'empathie et de générosité qui se crée. Un petit peu moins dans nos sociétés, nous on va dire occidentales. Donc tu peux encore le retrouver, mais je pense que dans sa globalité, la société est complètement inhumaine avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, les génocides. Enfin, moi qui travaille quand même dans l'humanitaire, on voit tout ce qui se passe, les déplacements de population, les catastrophes naturelles, et puis c'est toujours les populations les plus pauvres qui en pâtissent. Donc avec ma vision d'humanitaire, non, je peux pas dire que la société est humaine, non. Et ça ressemblerait à quoi une société humaine, selon toi? Un peu plus d'empathie, d'attention aux autres, une société égalitaire, elle soit diversifiée, mais qu'elle soit, qu'il y ait plus d'équité, quoi, et d'égalité, qu'on soit tous mis sur le même piédestal, et aussi qu'il y a une meilleure distribution des richesses, et de ruissellement des richesses, quoi, du haut vers le bas. Mais bon, ça, on espère peut-être qu'on va tendre vers ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu triste pour l'instant, quoi. Et au niveau du monde du travail, ça ressemblerait à quoi pour toi, une société du travail qui est plus humaine? Une société du travail où on travaillerait beaucoup plus en mode projet, il y aurait beaucoup moins de hiérarchisation, on travaillerait en équipe, on aurait tous les mêmes chances, en fait, il y aurait beaucoup moins de discrimination pour les promotions, beaucoup moins de discrimination à l'embauche, on serait tous mis sur un piédestal, la valeur et la parole de tout le monde serait valorisée, on prendrait vraiment la parole du bas vers le haut et pas du haut vers le bas, les changements seraient discutés ensemble, en équipe. Et c'est vrai que j'ai vu la différence entre le privé et du coup le fonctionnement du monde des ONG et associatifs. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de hiérarchisation, hein, évidemment, parce que quand on est dans des organisations énormes, il faut un minimum d'organisation, c'est normal. Par contre, je travaillais avant pour un projet qui est devenu un département à part entière. Pour Médecins sans frontières avant d'aller sur le terrain. Et quand il y a eu toutes ces questions sur
quel organigramme, quelle valeur, quels objectifs en fait pour les 3, 4, 5 prochaines années. Et en fait tous ces changements-là, on a tous été consultés. On a réalisé des ateliers où on était tous ensemble pour réfléchir aux changements à apporter. Et c'était la première fois, je me souviens de toute ma carrière, où je me suis dit, waouh, on est en train de refondre totalement un département. Ouais. Et on nous consulte, on nous demande, on a le droit de s'exprimer. C'est trop bien. Et je me souviens que j'étais vraiment choquée parce que ça, dans le privé, les décisions, elles se prennent à haut niveau et on ruisselle ça sur les étages en dessous, quoi. Ouais, mais on te demande pas ton avis. C'est top. Ouais, c'était vraiment super. Ça, c'est trop cool. C'est ce qu'on essaye de faire aussi un peu avec le coaching en entreprise. Bon, évidemment, il faudrait faire ça sur toute une entreprise, hein, sur toute une organisation, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, mais c'est en fait, ce serait donner la parole à tout le monde, en fait, que tout le monde puisse s'exprimer. Par exemple, nous, on a des exercices où finalement, si il y a une nouvelle idée qui a envie d'être lancée au sein d'un département pour justement améliorer le fonctionnement même du département, l'idée ça va vraiment être que chacun puisse mettre ses idées, tu vois. Donc il y a plein d'exercices, je sais pas moi, avec des post-it où chacun met des idées, après on en discute, chacun a la parole, il y a pas personne. Tu vois, je pense que quand même ça peut avoir un impact, même si c'est minime pour l'instant. Je pense que c'est des choses qui peuvent être vraiment utiles sur le long terme. Pour une organisation, quoi. Ah oui, non, ça c'est sûr. Il y a tellement de richesses en fait à récupérer de la part des employés qui sont entre guillemets en bas de la chaîne et qui font le travail, en fait. Exactement. Qui sont dans l'opérationnel parce que c'est eux qui vivent les challenges et les difficultés au quotidien. Oui, mais c'est ça. C'est eux qui peuvent émettre en fait les meilleures idées pour l'achèvement. Bah ouais, c'est ça. Parce que à la fin, il faut aussi faciliter la vie de tout le monde et que la machine elle fonctionne mieux, quoi. Et complètement. Mais ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression que c'est un peu en train d'évoluer. C'est un peu en train d'évoluer, mais qu'il y a encore quand même beaucoup de travail, quoi. Il y a encore beaucoup de travail, même sur la pression mise individuellement à chacun. Enfin, Ah ouais, bah ça c'est clair. Pour cette idée de profit toujours, hein, mais tant qu'on sera dans une société qui est capitaliste comme ça, c'est dur de faire des gros changements. Ouais, je me souviens quand j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'industrie aéronautique, dans un département achat, chaque acheteur avait un objectif de savings, donc de réduction d'économie. Ok. Sauf que en fait, c'était des objectifs qui étaient complètement démesurés et au lieu de voir, on va dire sur du long terme et sur un objectif commun, chaque acheteur avait vraiment acheteuse avait son objectif individuel. Et en fait, à la fin de l'année, c'était vraiment tout le monde était complètement stressé, paniqué à l'idée de ne pas atteindre ses objectifs, alors que parfois il y avait quand même des contextes, des facteurs externes et un contexte qui fait que tu peux pas forcément toujours répondre à ces objectifs-là. Et je trouve ça complètement inhumain de presser les gens vraiment comme des citrons pour arriver à ces objectifs-là en prenant en compte aucun autre facteur. C'est ça. Oui, et puis en plus c'est souvent fait exprès que les objectifs soient pas vraiment atteignables pour qu'en fait que les employés se donnent à fond et que l'année prochaine on mette des objectifs encore plus hauts et voilà c'est un cercle vicieux mais ouais, complètement d'accord. Moi, je suis bien contente d'être sortie de ça. Ah ouais, non, mais moi aussi. Si on a des objectifs, évidemment. Évidemment, c'est important de se fixer des objectifs. Même nous, en coaching, quand on va coacher quelqu'un, le coaché ou la coachée se met un objectif. Bien sûr. Parce que c'est pour voir l'avancée, en fait. Oui, c'est tout. Tu dois savoir là où tu vas aussi, c'est normal. Exactement. Mais il faut que ce soit réalisable et atteignable. Voilà, exactement. Méthode Smart et CAC. On va voir nos vidéos. Quelle est, selon toi, l'influence des réseaux sociaux et des médias sur toute cette sphère de l'humanité? Non, c'est terrible. Les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Parce que même quand moi je vois, alors ça peut être une opportunité incroyable de porter sa voix, d'avoir un impact, vraiment de pouvoir impacter positivement des gens. Parce que voilà, quand tu es quelqu'un, par exemple, un influenceur ou une influenceuse avec une communauté, et que tu utilises ta voix pour dénoncer certaines choses, pour des causes qui sont justes. On l'a vu notamment avec ça peut marcher. Avec le génocide palestinien. Il y a beaucoup de personnes sur les plateformes qui ont vraiment utilisé leur voix pour dénoncer ça. Et ça, là, du coup, je trouve que c'est un outil formidable. Par contre, ça participe aussi à
à rendre les gens totalement froids et j'ai l'impression sans cœur, sans humanité justement, parce que quand je vois certains quand je suis en fait certains comptes, même sur les pages de Médecins sans frontières, quand je vois parfois certaines personnes commenter certaines choses, notamment par exemple sur les migrants, parce que Médecins sans frontières opère, on a notamment un bateau qui parcourt la Méditerranée pour secourir en fait les migrants en mer. Quand je vois certaines personnes commenter certaines choses, je vais même pas en parler, je vais même pas dire le contenu de ce que je vois, mais c'est horrible. Et je trouve que ça désengage un petit peu les gens par rapport à leurs actions, parce que vu qu'il y a l'intermédiaire de l'ordinateur, c'est facile en fait. Ouais, c'est ça. Franchement, de propager de la haine en fait. Exactement. Ça, de la haine gratuite. C'est ça. Et c'est clair, et c'est ce qui a poussé énormément en politique, les extrêmes à passer, etc. Exactement. Il y a eu un petit peu, je vais pas dire de la propagande, mais ça a été quand même c'est de la propagande. La haine et cette politique de haine a été mise en avant sur les réseaux sociaux justement pour un but politique finalement. Oui. Puis il y a eu beaucoup de campagnes de dédiabolisation de certaines choses qui ont participé aussi à la montée par exemple de l'extrême droite. Donc non ça je trouve que ça peut être une super opportunité, mais qu'il faut vraiment faire attention. Et moi je trouve que globalement ça a pas aidé à on va dire à rendre la société beaucoup plus humaine, je dirais même l'inverse. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui moi je trouve ça chouette que des personnes puissent tu vois prendre leur voix et parler de certains sujets importants sur les réseaux sociaux, ou même tu vois d'informer sur certains sujets, tu vois, ça c'est vraiment pour moi le meilleur moyen d'utiliser finalement les réseaux sociaux quoi. C'est ce que j'essaie de faire au maximum, enfin dès que j'ai l'opportunité, j'essaie de partager via mes réseaux sociaux certaines choses qui me tiennent à cœur. Après c'est vraiment limité à ma communauté qui est petite, mais je trouve que si on peut pas faire grand-chose, si on peut pas investir de son temps ou de son argent, je trouve que parler c'est déjà vraiment quelque chose qui ça a même un mini impact, tu vois, je le vois même avec moi, mes petites vidéos, c'est même s'il y a pas énormément de gens qui regardent, ça a un petit impact et ça peut quand même aider certaines personnes à se remettre en question. Exactement. Et ça peut être sur ce sujet-là, sur d'autres sujets, sur la politique, sur plein de trucs, ne serait-ce que d'en parler, que de faire l'effort d'en parler et de faire quelque chose. En fait ça a quand même un impact, même minime, ça a quand même un impact, donc c'est chouette. C'est clair. Déjà merci pour ta sincérité. Ça nous amène tout doucement vers la conclusion. Alors en coaching, je sais pas si tu connais un petit peu, mais il y a toujours des petites questions de fin. Ok. Et bon là c'est pas vraiment un coaching, mais l'idée quand même de ce podcast, c'est de te demander, est-ce que tu as appris quelque chose sur toi, sur ta propre personne déjà? Déjà le fait, parce que j'ai quand même aussi un petit peu regardé à l'avance. Merci. Je me suis un petit peu préparée. Évidemment, ça pose à se poser aussi certaines questions. Il y avait une question qui m'avait un petit peu marquée, c'est par exemple quel est le contraire de l'humanité quoi, et de cette valeur humaine. C'est vrai que je me suis dit je sais pas trop, parce que pas dire l'inhumanité par exemple, parce que pour moi, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont grises. Et du coup, ça amène aussi un petit peu à se poser certaines questions, quoi. Mais c'est très enrichissant. Trop chouette. Et qu'est-ce que tu as appris sur ta propre perception de l'humanité? Est-ce que ça a changé quelque chose ou? Je pense que j'étais déjà assez parce que je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup d'introspection, qui est assez critique sur pas mal de choses. Donc j'étais déjà assez en accord avec ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que bon, ça a juste renforcé ce que je pense déjà. Après moi ce que j'avais peur, c'était j'avais pas non plus envie de paraître jugeante ou dans le jugement, parce que je sais que chacun aussi fait de son mieux, et c'est pas parce que moi je travaille dans l'humanitaire par exemple que je considère que c'est mieux que quelqu'un d'autre par exemple. C'est juste que pour moi c'est ce que je voulais faire, c'était mon besoin, mon envie, et aujourd'hui je me sens super épanouie
heureuse d'être alignée avec, dans mon parcours professionnel. Exactement. Et chacun son biais pour atteindre justement quelque chose, une vie qui est alignée avec ses valeurs. Exactement. Chacun son biais. Enfin, c'est toi, t'as choisi l'humanitaire, le secteur des ONG. Il y en a d'autres, ça va passer par peut-être bien autre chose, mais c'est comme ça. Et c'est important aussi d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que je pense que l'humanitaire, c'est quelque chose, on n'en parle pas beaucoup. Tu vois, c'est un secteur qui est pas assez mis en avant. Moi, j'entends des discours à longueur de journée. Ouais, non mais l'humanitaire, moi, je veux pas travailler dedans parce que ça gagne pas, machin. Alors, c'est des idées complètement reçues. Oui, c'est des idées reçues parce que tu gagnes quand même assez correctement ta vie. Ouais. C'est sûr que c'est un certain sacrifice, parce que la plupart du temps, je suis loin de ma famille et de mes amis. Je suis dans des pays où je sais pas, c'est complètement une culture qui est différente. Il fait super chaud. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. On n'est pas du tout dans les mêmes dans le même confort que quand je suis évidemment ici à Bruxelles. Mais ça m'apporte aussi autre chose. Ça m'apporte aussi la découverte de plein de choses, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Ouais. C'est très enrichissant. Il y a aussi ce côté un peu aventure, aussi au-delà du côté humain, parce qu'il n'y a pas que ça. On le fait pas aussi que pour les autres, on le fait aussi pour nous, tous autant qu'on est. Et donc c'est vrai que ça c'est aussi intéressant. Et pour l'instant, moi je suis très alignée avec ce que je donne aux autres et ce que ça me rapporte personnellement. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu recommanderais de travailler dans l'humanitaire pour des personnes qui ont cette recherche d'impact humain comme toi? Oui, je pense que c'est vraiment une bonne expérience, même si ça peut être une seule fois, quoi. Ouais. Au moins juste pour voir un petit peu, rien que pour s'ouvrir l'esprit. Et du coup, on a quand même, je sais pas si c'est une chance, mais on a la chance d'aller dans des pays avec des contextes de sécurité difficiles. Ouais. Et du coup, c'est vrai que on voit des choses que peu de personnes peuvent voir. Ouais. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment une chance et ça permet de comprendre la complexité d'une situation d'un pays. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais on n'en parle jamais parce que les médias n'en parlent pas. Ouais. Parce que notamment l'Occident contribue énormément à ce qui se passe dans ces pays-là et à ces situations-là, que ce soit des guerres, que ce soit de l'exploitation de richesses, etc. Ouais. Et il faut pas croire, l'humanitaire aussi fait partie aussi d'un système. Parce que c'est un patch sur quelque chose qui est causé par un système capitaliste. Donc, à la fin, je fais aussi partie du système. On le fait tous. On le fait tous. Mais je préfère au moins faire ça et me dire que ça me, voilà, au moins je suis alignée avec ça, quoi. La dernière question pour la fin, parce que ça c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup. Qu'est-ce que tu penses des voyages? Alors, je dis voyage humanitaire parce que je parle. Je parle. Je sais même pas comment on appelle ça. Un voyage humanitaire. Voilà. Ça s'appelle. Okay. Alors moi, je suis absolument contre à tous les égards. D'ailleurs, c'était mon combat de là ces derniers mois parce que j'ai vu énormément de vidéos, notamment sur TikTok, à ce sujet. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça parce que je peux comprendre l'envie. L'envie d'aventure, de voir un peu ailleurs ce qui se passe, mais votre impact sera vraiment limité. On peut pas avoir un impact en 2-3 semaines sur une population locale, c'est pas possible. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans une politique long terme de vouloir bénéficier à ces populations-là. Ça veut dire aussi que le besoin a été évalué et souvent en fait le problème de ces associations c'est que je pense pas que des gamins de 10 ans aient besoin d'apprendre l'anglais pendant 3 semaines. Enfin, je pense que c'est bien que tu le dises parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Non, les gens ne sont pas au courant que, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à part nourrir l'ego de ces personnes-là en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais en fait, ça n'aura aucun impact sur les populations locales. En 2-3 semaines, c'est impossible d'avoir un impact vraiment positif qui va impacter sur du long terme. C'est impossible, surtout que généralement c'est des organismes qui demandent beaucoup d'argent. On ne sait pas où cet argent est reversé. Il n'y a pas énormément de transparence sur l'argent. Et souvent en plus c'est dans des endroits qui sont entre guillemets safe, assez sympas, assez paradisiaques, mais c'est pas dans ces endroits-là où le besoin il est vraiment quoi. Ouais.
Donc, si vraiment vous voulez vous engager, parce que il y a aussi un impact environnemental de vous pour aller là-bas, sur place. Donc, moi, je trouve que l'impact est vraiment nul. Enfin, nul dans le sens, il est pas positif du tout. Il vaut mieux donner de l'argent directement aux associations. Okay. Là, l'impact sera beaucoup mieux. Ok. Chouette, merci beaucoup. Avec merci plaisir. Cassandre pour ta sincérité, merci d'avoir Avec été plaisir. là. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Effet d'Optique. Alors, n'hésitez pas toujours à liker, à partager, à commenter. Ça m'aide beaucoup à faire démarrer ce podcast. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont écouté les podcasts de l'année dernière déjà, puisque nous sommes en 2025. Très bonne année et à bientôt dans Effet d'Optique.